un questionnement qui est à l'œuvre en ce moment, c'est effectivement comment les arts graphiques, de façon générale, on va dire, et à travers toutes les techniques, technologies, mise en application, mise en œuvre, comment ils aujourd'hui s'adaptent ou sont adaptés ou sont moins bien adaptés aux problématiques de ce qu'on va appeler les prescripteurs, concepteurs, décorateurs, architectes, sans venir même oublier l'échelle urbaine, donc les urbanistes, pourquoi pas. Indirectement, forcément, les donneurs d'ordre que peuvent être les collectivités locales, ou donc les clients finaux, hein, collectivités locales ou privées, industrielles, etc. Aujourd'hui, donc, pour parler de ça, nous avons Aurélia Paoli, chacun va se présenter de façon plus précise, Christine Millot, Catherine Siepiora, Nadine Langlade, mon Dieu, pardon, excuse-moi, Nadine Lalanne, et Michel Cazat, qui est un habitué de nos tables rondes. Alors je vais vous laisser vous présenter, et puis on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Moi j'ai quelques questions en tant qu'architecte, je suis moi-même Alberto Giorgiuti, je suis un simple architecte, un peu venu par hasard dans ce monde, dans une interface, une tentative d'interface entre voilà, ce monde qu'on a autour de nous et puis celui d'où je viens, qui a un peu les pieds dans le, un peu les pieds dans le dur, un peu les pieds dans le ciment, dans le plâtre, dans le béton. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Aurélia Paoli, j'ai une formation de styliste et de designer textile. J'ai fondé une SAS qui s'appelle la SAS Beauregard, qui est un studio de création et un éditeur. Et le studio de création a donc pour but de travailler des imprimés en accord avec l'historique des arts décoratifs et les contraintes les contraintes et les nouveaux arts décoratifs qui peuvent être aussi très contemporains, en fait, avec des codes très contemporains, pour créer des imprimés sur des surfaces de tout type et à toute échelle, donc de la décoration intérieure à l'architecture. Donc, bonjour, Christine Millot, Société Mégamarque. Notre métier, c'est la mise en œuvre de communication opérationnelle pour nos clients, vos clients aussi. Nous avons quatre expertises que sont le marquage de flotte de véhicules, le marquage de rails, l'application de décoration et de solutions en matière de rénovation dans les bâtiments tertiaires et ERP, pardon. Et puis une dernière qui est le déploiement de concepts retail. Voilà, donc je suis en charge de la prescription, un rôle qui m'incombe et mon rôle, c'est justement de vous accompagner, agences de design, créateurs, sur les solutions que l'on peut vous apporter et surtout pour réaliser en fait vos projets. Voilà. Bonjour, moi je suis Catherine Siepiora, je suis également responsable de la prescription. Alors dans un groupe qui s'appelle Serge Ferrari, donc c'est un groupe qui est rhône-alpin, qui est situé à la Tour du Pin, pas très loin d'ici. Alors ce que nous faisons, ce sont des membranes composites souples qui sont utilisées principalement dans le bâtiment, dans des applications que l'on peut retrouver en protection solaire ou en plafond tendu, en façade et en couverture également. Voilà. Je passe la parole à Nadine Anglade, non Nadine Lalanne, pardon. Bonjour à tous, donc je suis Nadine Lalanne, société HP. J'ai en charge pour la France la distribution de technologies grand format, latex et flatbed. Voilà, on parlera plus profondément du sujet qui nous intéresse. Je suis Michel Cazat, je suis un des fondateurs de FESPA, il y a très longtemps. Un spécialiste de tout ce qui touche à l'impression, quelle qu'elle soit, et tous les domaines du pré-presse, de l'impression, que ce soit sérigraphie, numérique et autres. Voilà.
Voilà, donc on a encore une fois Nadine, désolé. C'est une très bonne copine danseuse qui est magnifique. Si vous avez des questions, même finalement pendant la table ronde, je crois qu'il ne faut pas hésiter parce que ça s'appelle une table ronde. Alors on est un peu comme ça dans un rapport facial, mais n'hésitez pas. Alors, moi en tant qu'archi, ma première question, elle était assez triviale. Hein. J'ai un projet et je me demande comment je vais faire. Alors je m'intéresse. Je vais trouver un produit qui m'intéresse et je vais demander comment je peux le mettre en œuvre, à quel coût, comment je fais. Est-ce que vous avez des réponses? Et je crois que toi, tu as eu, Aurélia, des problématiques assez semblables aux miennes. Et je crois que c'est une première question à laquelle on peut essayer de tenter de répondre. Voilà. Alors, en tant que fabricant de membranes composites, une des premières questions, en tout cas, c'est essayer de vous comprendre. Comprendre vos besoins, comprendre les exigences, comprendre aussi ce qu'attend le maître d'ouvrage, in fine, hein, qui est le client final, qui lui aussi a des attentes. L'essentiel étant de poser un tas de questions de manière à comprendre non seulement la partie esthétique, puisque là on parle d'impression, quelle est votre volonté, quels sont essentiellement les besoins, l'application concernée, s'il y a des volontés particulières, Monsieur Giorgiuti, dans votre projet, ce que vous en attendez vous, comment aussi, quelque part, vous l'avez vendu à votre client. Notre métier à nous sera de vous accompagner dans le produit précis qui va correspondre à vos besoins. Pour ça, il faudra vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on échange de manière importante sur les différentes techniques, sur l'esthétique que vous recherchez, sur les différents aspects, de manière à aboutir à quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, pour votre client, pour nous, pour tout le monde. Alors, je vais me permettre d'intervenir. Donc, je comprends en effet ta demande. Je dirais aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs acteurs. On représente ces différents acteurs. Donc, en tant qu'architecte et designer, vous êtes des prescripteurs. On est bien d'accord. Megamark est un prestataire. Un transformateur. Un transformateur. Ensuite, je dirais que ce soit Serge Ferrari ou moi-même, HP, nous sommes des constructeurs, des fabricants. Et puis... Michel n'est pas présentable. Michel est un conseiller. Oui, d'accord. C'est une université à lui tout seul. D'accord. Alors, je dirais par rapport à ta demande, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est en construction, c'est aussi de s'appuyer sur nos transformateurs pour apporter justement une solution de bout en bout, parce qu'ils ont une bonne connaissance d'un côté des besoins clients, et ils ont une bonne connaissance de ce qui se fait côté constructeur. Et ils sont à même, je pense, aujourd'hui, de proposer la solution de bout en bout que recherchait Aurélia il y a quelque temps. Mais c'est en pleine construction parce qu'aujourd'hui, le métier d'imprimeur change, le métier d'enseigniste change. Et en fait, il y a tout ce segment de décoration qui est à intégrer. Tout le monde ne l'a pas intégré et on est à différents stades. Et aujourd'hui, je pense en effet que par rapport à ta demande, ce qu'il faut, c'est identifier les prestataires qui ont bien inclus l'ensemble de la chaîne concernant ce nouveau segment. Oui, parce que dans les habitudes que nous avons en tant que maître d'œuvre, c'est vrai qu'on a d'un côté des gens qui vont nous permettre, des fournisseurs, voilà, de différents types de matériaux. On sait qu'on a des entreprises qui savent les mettre en œuvre, plus ou moins. On va collaborer avec eux le plus en amont possible. Quand on est justement, et c'est un peu la démarche dont tu parlais tout à l'heure, hein, avec Serge Ferrari, c'est je veux une toiture tendue en toile, etc. On va aller au bout du truc. Ça, on sait faire. Et on peut avoir des coûts, en tout cas, qui nous permettent de préestimer un projet et de ne pas mentir à notre client, de ne pas le faire rêver sur des choses qui seront plus réalisables ensuite. Ça, c'est la grosse difficulté qu'on a.
Alors, je crois que... C'est voilà. notre métier, justement. Notre métier, c'est de formaliser, justement, vos besoins pour qu'ils soient réalisables et qu'ils soient, en effet, satisfaisants, ou en tout cas qu'on vous propose des solutions faciles à mettre en œuvre, qui répondent en matière de temps, parce qu'on le sait tous, on a tous été confrontés à des problématiques, c'est pour demain. Et puis en même temps, nous sommes tous obligés de travailler dans un esprit collaboratif, de plus en plus. Parce que vous avez le client, vous avez l'aspect technique, le produit, et puis derrière, il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, et pour moi, la réussite d'un projet, ce n'est pas forcément que de la technique, c'est aussi comment on va construire la mise en œuvre, comment on va déployer, aménager. Quelle est la technique? En effet, c'est important, mais il y a de l'innovation ailleurs. Et l'innovation, je pense que c'est ce qui fera de nous, demain, des gens encore plus actifs et qui vous répondront de façon plus positive sur justement cette approche. Vous, Megamark, vous avez créé je crois, je ne vais pas dire de bêtises, quelque chose qui s'appelle Megawork, c'est ça? Oui, On tout peut à en fait. parler 2 secondes? Oui, bien sûr. C'est une filiale qui prend en charge des travaux de seconde œuvre parce que justement, dans cet objectif d'accompagner nos clients, nous avions des demandes qui étaient d'implanter un peu de carrelage, de faire un coup de peinture, qui allait au-delà de l'aspect décoratif, signalétique, communication sur vitrine, etc. Et donc, nous avons imaginé accompagner nos clients pour qu'ils aient un interlocuteur unique et qu'on leur apporte justement une solution. La solution, c'est implanter un concept dans un point de vente ou dans 1000 points de vente en ayant un interlocuteur unique. Aurélia, ton point de vue, toi, de maître d'œuvre? Bien moi, en fait, j'ai une autre problématique, c'est que moi, je cherche à éditer des produits imprimés, mais à les éditer sur le marché du détail, chez des détaillants. Ça peut être des grandes surfaces, ça peut être le BHV, je sais pas. Mais donc du coup, là, il y a des contraintes commerciales et des contraintes de normes, puisque ça s'adresse directement aux consommateurs. Donc ça fait partie de la décoration d'intérieur, mais on va parler de produits et non plus de projets. Après, il y a d'autres contraintes pour le studio qui sont similaires à celles des architectes, puisque là, j'ai des clients qui me demandent de traiter des demandes. Donc là, je vais me rapprocher de tes contraintes à toi, voilà, du même cahier des charges, c'est-à-dire, il va falloir savoir combien de temps les couleurs, les encres tiennent, si c'est possible en extérieur, si ça tient sur du sol. Enfin voilà, il y aura des choses comme ça, de normes précises à avoir dans le cahier des charges. Ça, c'est sur le côté prescription. Et après, voilà, il y a encore tout un autre volet, c'est le côté de la possible commercialisation de produits imprimés. Voilà, qui est encore, je ne sais pas, un terrain à découvrir. Voilà, donc moi, j'ai besoin d'avoir des interlocuteurs pour m'aider à faire de la recherche et développement sur des produits. Michel. Oui, la question est bien posée là. En fait, on est à l'heure actuelle, là je parle en me mettant du côté des imprimeurs, du côté des fabricants de machines, des imprimeurs, des décorateurs. On est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. On se trouve en impression numérique à un moment où la communication visuelle dans nos pays, occidentaux, les États-Unis, l'Europe, etc., a atteint un certain niveau, je dirais pas maximum, mais un niveau étal. Et on a besoin de nouveaux débouchés. On a besoin de s'orienter, et ça, les gens comme HP, Mimaki et l'autre l'ont très bien compris. On a besoin de s'orienter maintenant vers les applications industrielles, les applications décoratives. Il y a par exemple des membres de FESPA France qui sont imprimeurs numériques de bannières sur polyester. Ils sont en train de basculer doucement et très sérieusement vers l'impression de décoration textile d'intérieur ou d'extérieur. Donc ça devient une nécessité.
Et cette nécessité, il faut l'adapter à la demande des architectes, des décorateurs, pour leur offrir le meilleur outil possible d'expression. Voilà, ça, c'est mon point de vue à l'heure actuelle. Moi, je voulais juste faire une remarque aussi pour rebondir sur l'impression, mais d'une manière générale. Ce qu'on ressent en termes de besoins aussi des architectes, c'est d'étendre le sujet de l'impression numérique à la décoration, mais à des objets qui sont plus pérennes. Moi, je le vois au travers de certains projets que nous avons réalisés chez Serge Ferrari, où on nous demande des façades imprimées, c'est-à-dire des façades qui restent à l'extérieur en permanence. Donc effectivement, c'est une demande qui, de l'extérieur, de l'intérieur en décoration, le besoin s'étend sur l'extérieur avec des exigences qui, elles, ont bougé. C'est effectivement pas la même chose de se dire je vais organiser une décoration intérieure, un événement, un salon, une exposition, et je vais faire ma façade de ce type-là. Déjà, de la part de l'architecte, c'est une démarche, je dirais, c'est une démarche très intéressante effectivement pour tous, dans le sens où c'est apporter de la modernité aussi. Hein. C'est aussi dans la tendance, hein, c'est-à-dire dans la tendance d'avoir des choses qui sont différentes. Quand j'imprime, je vais avoir quelque chose qui va être particulier. Je peux me faire un truc très customisé. Et ça aussi, c'est un avantage indéniable. Je vais juste vous raconter un projet pour lequel nous avons fourni la membrane, qui est un projet intéressant. On l'a travaillé en phase concours sur l'est de la France. C'est un institut qui était dédié aux matériaux textiles. Et le maître d'ouvrage avait donc lancé un concours. Et dans une équipe, l'équipe d'architectes avait prévu d'organiser un concours auprès des étudiants pour savoir quelle serait la meilleure façade pour l'école. Et c'est une des étudiantes qui avait dessiné cette façade, qui avait proposé les images. Le groupe d'architectes a gagné. Et in fine, cette façade a été imprimée et installée. Donc c'est une démarche qui est proactive, je dirais, de la part des concepteurs, ouais, très beau pour projet, aussi aller jusqu'au bout, et de la part du maître d'ouvrage également. Oui, ça c'est intéressant parce que je me rappelle, alors on n'a pas les images parce qu'on n'est pas très images nous, mais on va montrer des choses quand même. Mais ce projet, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ça renvoyait, c'est peut-être le deuxième sujet, ou en tout cas on va voir comment on avance, mais ça renvoyait à cette idée de l'échelle urbaine, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse effectivement dans ce monde, c'est de l'interroger, de le titiller, de mettre un peu les pieds dans le plat. Maintenant, vous me connaissez depuis un moment, sur cet aspect-là. C'est-à-dire, oui, comment on sort des murs? Comment on va hors les murs? On est encore bien dans les murs, là. Mais on a envie d'aller hors les murs. On a envie, il y a des choses qui se font. Et l'exemple de cette usine est assez incroyable parce qu'on a un rapport à la ville, à l'échelle de la ville, à l'échelle du paysage, du grand paysage urbain, qui était assez incroyable. Donc graphisme, impression, architecture, tout ça s'est combiné, plus sciences des matériaux, on va dire, tout ça s'est combiné pour un projet global qui a une vraie incidence sur le vécu quotidien des gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse au fond. Est-ce qu'on peut parler de quelques exemples, alors du coup, qui pourraient être dans cette relation à l'échelle? Alors je sais que tu nous as amené quelques images. On y va ? Alors, je sais pas comment ça marche. Hein? Non, mais c'est pas le même. Je veux sortir, voilà. Voilà un sujet qui était très intéressant. Donc, le premier, en fait, c'est un architecte qui nous a interrogés. Tout simplement, il avait 400 portes à rénover. Il avait très peu de temps pour les réaliser. Ces portes, le preneur en fait n'était pas le propriétaire des lieux. Et donc son objectif, c'était en un temps record, comment il pouvait transformer. Alors on avait des contraintes de temps, des contraintes de prix, mais aussi des contraintes esthétiques. Voilà. Des contraintes même qui étaient liées à l'entretien, c'est-à-dire il faut que ce soit lessivable, il faut que ce soit résistant. Et donc tout le travail que nous avons fait en amont avec les fabricants, avec nos unités de production, parce que nous sommes producteurs aussi, c'était de trouver le bon compromis. Et donc notre métier, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner en fait les clients et les prescripteurs sur
comment on peut organiser en fait un projet pour qu'il soit livrable et qu'il corresponde en fait aux besoins du client final. Donc ça veut dire que si je suis archi et que j'ai cette problématique de répondre à une demande de mon client, je vais voir Megamark et ils peuvent me répondre. Mais vous êtes les seuls là ou il y en a d'autres? Alors on n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Et puis il faut aussi ne pas hésiter de dire, des fois, on n'a pas la réponse. On va chercher. Oui. Parce que tout simplement, le produit n'existe pas, il est en phase de recherche et de développement. Et que voilà, c'est là pour le coup la technologie, les matières, on a vu le boom au niveau des matériels arriver. On fait des choses maintenant extrêmement belles, léchées, qualitatives. Dans le domaine de la décoration, on a des textures maintenant qui nous permettent d'être très très près des matériaux nobles, ce que l'on n'avait pas avant. Et on peut transformer des tables en verre comme celle-ci de façon très élégante, en cuir, en métal. Donc ce sont des... Voilà, nous, on s'inspire aussi de carnets de tendances, de créateurs comme vous, et on en fait part aussi. On élabore justement des échanges avec les fabricants en leur disant, bah, tu sais, la tendance en ce moment, c'est plutôt le cuir, le bois, voilà. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi et en effet, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est, comme tu l'as dit, c'est la richesse des médias proposés qui permettent de répondre à différentes problématiques que vous allez poser. Alors, on peut avoir des contraintes, bien sûr, de réglementation, des contraintes par exemple, par rapport à des endroits où vous devez absorber les odeurs, où il faut absorber le bruit, où vous allez rechercher une valeur ajoutée. Et par rapport à cette richesse, je dirais, de la gamme des médias proposés, eh bien, je pense qu'il y a la place pour plusieurs transformateurs, justement pour pouvoir se spécialiser après dans des domaines bien identifiés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase où il va falloir identifier ces domaines pour que vous puissiez dire, bah, tiens, dans cette partie-ci, je dois... Tout à fait. Nous avons par exemple un positionnement en matière de valeur ajoutée qui est l'innovation, le développement et l'optimisation. Mais chacun des transformateurs va avoir sa propre valeur ajoutée. Et c'est justement en fonction des besoins des clients qu'il ira chercher peut-être chez nous, peut-être chez un autre, la réponse qui sera adaptée à son besoin. Alors parlons-nous. Je ne sais pas s'il y a des architectes là parmi vous. Il y en a? Il n'y en a jamais. Je suis toujours tout seul dans ce salon. T'es là. Je suis toujours tout seul. Non, mais il y a des architectes, décorateurs, peu importe. Je dirais que dans notre monde des concepteurs, il y a des vrais créatifs et puis il y en a qui sont un peu plus des applicateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se tromper. Tout architecte n'est pas un grand créatif. Il peut être aussi en application de matériaux qui existent, de choses qu'il a vues. De toute façon, on est toujours dans des référentiels. Les grandes recherches, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce soit sur des matériaux ou sur des ambitions, c'est vrai que les grandes recherches sont souvent un couple créatif et industriel, d'une façon ou d'une autre. Vous avez travaillé avec cet artiste dont j'arrive jamais à me rappeler le nom, Anish Kapoor. Anish Kapoor, sur l'exposition du Grand Palais qui était incroyable. Vous avez travaillé de façon très étroite là-dessus. Donc là, on est dans du haut niveau, quoi, je dirais. Je pense voilà. Je peux juste en dire deux mots, Alberto. Ah oui, on peut voilà. tout dire. Bon, c'est un peu hors sujet, mais Anish Kapoor en vaut quand même 5 minutes. Donc on a travaillé effectivement en étroite collaboration avec Anish Kapoor, qui est un sculpteur, architecte aussi, quand même, et qui est venu dans l'idée... donc il a fait une sculpture, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, soit au Grand Palais, soit sur Internet, ce qu'il a fait. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est 72 000 mètres cubes, c'est une structure gonflable. Il voulait de cette structure avoir un coloris très sanguin. Et ce coloris très sanguin, il voulait aussi qu'il y ait une certaine transparence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il voulait voir la verrière du Grand Palais sur un coloris sanguin foncé.
Donc pour nous, industriels, il a fallu qu'on se pose quand même quelques questions, qu'on se creuse la cervelle pour arriver à un objectif qui était contraire. C'est-à-dire que plus je pigmente et moins je vois à travers. En gros, c'était ça. Et là, il fallait plus je pigmente et que je continue à voir à travers. Donc on s'est un peu creusé la cervelle en R&D pour justement aboutir à quelque chose qui soit cohérent et qui réponde à sa demande. Et je pense qu'à ce niveau-là, pour y avoir été, c'était juste fabuleux. C'est une expérience extraordinaire. Voilà, ça fait partie des exemples, je dirais, ultimes. Je pense qu'on a besoin certainement de notre côté prescripteur d'avoir peut-être plus d'informations sur ce qui existe. Alors, tout à l'heure, Nadine, tu parlais de tous les produits, de toute la richesse des produits, et c'est vrai qu'on s'y perd. Donc ça, je ne sais pas, ça sera peut-être aux membres de ce comité de travailler sur une clarification des offres, et puis aussi une clarification des acteurs, effectivement, prestataires. Qu'y a-t-il sur le territoire français, déjà sur le territoire national? Mais vous, architectes, vous avez de très belles matériothèques qui sont remplies de produits. Mais quand vous travaillez sur un projet, justement, le problème, c'est que souvent, on ne sait plus, on ne sait pas où c'est, etc. Donc, il faut qu'on arrive justement à échanger de façon plus collaborative parce que les plaquettes... nous, on fait des choses voilà, très différentes. On est sur des segments très différents. La rénovation, la décoration. Donc, on ne peut pas tout vous apporter. On ne peut pas tout vous montrer, puisqu'on fait du sur-mesure. Et donc, l'objectif, justement, c'est d'essayer de travailler peut-être plus en amont sur des projets où on va vous apporter la technique, mais en même temps la mise en œuvre. Oui, tout à fait. En fait, il faut maintenant qu'on puisse, nous, non pas fabriquer des produits qu'on va essayer de vendre à force, à toute force, aux besoins, aux architectes, aux décorateurs ou autres. Il faut qu'on fasse la recherche, l'innovation dans les produits dont ils ont besoin. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille à chercher ces produits, un, et deux, à travailler avec eux dès le départ, le plus tôt possible dans la création d'un projet. Il ne faut pas qu'on attende qu'il soit déjà construit aux trois quarts pour intervenir. Il faudrait que la connexion entre le décorateur, l'imprimeur, l'architecte se fasse dès le départ. Ça, c'est un des éléments les plus importants. Oui, mais tu vois, Michel, je me rappelle, il y a quelques années, on a vu fleurir, parce que sur un projet d'un grand archi que je nommerai pas, d'un coup, on a vu apparaître les volets coulisses en bois. Bon. C'était quelque chose qui avait été mis au point avec un fabricant, le truc vraiment, tu vois, ciselé, magnifique. Et puis derrière, toute une gamme de fabricateurs de volets ont mis en place des volets bois coulissants, industrialisés. Et on voit l'architecture aujourd'hui, hein, on est 20 ans après, grosso modo, on voit cette production architecturale un peu banalisée, d'ailleurs un peu banalisante, qui utilise... Voilà. C'est-à-dire que l'architecte n'est pas forcément celui qui va penser à ce qui peut se faire. Il va aussi être un simple, entre guillemets, applicateur. Donc c'est pour ça que l'amont, il faut peut-être en parler encore plus en amont que le projet. Oui, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on peut arriver à se parler plus en amont? La cherche du boulot, en fait. Il faut. C'est dans le but qu'on a fait ce projet. Un Creative Project, c'est exactement ça. Il faut qu'on apprenne à se parler le plus en amont possible et non pas qu'on se greffe, en fin de compte, sur des travaux déjà à moitié faits ou aux trois quarts faits. Et je vais même aller plus loin. C'est avec vous, pour le client, et donc avec le client final, parce que c'est son besoin, c'est son projet aussi. Plus on sera en amont même sur ce côté-là, et plus on aura en fait la réponse adaptée. Bon, vaste sujet. On va continuer à bosser là-dessus, hein, parce qu'il y a vraiment du boulot et il y a des choses à produire. Il y a des outils à mettre en place. J'ai l'impression qu'on touche un point sensible. Et puis on va peut-être finir, mais parce que bon, il y en a plein de sujets. Mais moi, je voulais finir encore sur cette problématique d'échelle. Christine, est-ce que tu veux, pour finir, voir d'autres choses, montrer d'autres choses? Je vais vous montrer, quand on travaille en amont, ce que l'on peut faire. Voilà, c'est un très très beau projet. Une marque qui s'appelle CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, que l'on a accompagnée justement lors de son changement d'identité visuelle. Donc un changement d'identité visuelle, ça a été programmé longtemps à l'avance et on a eu la chance de travailler main dans la main avec le client et avec l'agence qui a créé en fait
cette marque, cette charte graphique, tout à fait. On a travaillé vraiment main dans la main pour que le D-Day, le jour de la révélation, on ait pu réaliser 150 véhicules en une journée, que lorsque l'ensemble des collaborateurs de la marque étaient sous une tente, lorsque l'on présentait en fait la marque, lorsqu'ils sont sortis quelques heures après, ils aient pu voir cette marque apparaître sur les enseignes, sur la signalétique intérieure des bâtiments. Tout ça pour vous dire que si on n'avait pas travaillé 3 mois à l'avance, si on n'avait pas échangé avec le client, avec l'agence de design, pour jusqu'au dernier moment avoir leurs fichiers, retravailler ces fichiers, on n'aurait jamais pu faire cette très très belle mise en œuvre, qui a été donc avec un point d'entrée, une révélation un jour, et puis après, le déploiement sur l'ensemble de leur bâtiment. Avec des choses très très complexes, vous imaginez même pas ce que ça a pu être de mettre en œuvre. Donc il a fallu aussi s'organiser, trouver justement des gens capables de poser ces signalétiques extrêmement compliquées. Voilà. Bon, donc conclusion, si on veut en donner une, c'est collaboration. Collaboration continuons. Allons-y. C'est dans l'air du temps, hein. Je pense que ces prints, c'est justement l'événement qui nous permet de nous rencontrer, d'échanger, de discuter. Et maintenant, en effet, on a, je pense, beaucoup de choses à mettre sur la table et à faire en sorte que ça soit concret pour tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est un espace assez, je crois, dans votre profession, assez particulier. Un lieu d'échange, un moment dans l'année, en tout cas. Bon. Pour finir, j'aurais voulu qu'on évoque deux problématiques en même temps, mais qui se rejoignent, et puis ça ouvre sur notre, je dirais que ça ouvre sur un autre sujet important que l'on a, qui est celui de l'échelle. Attends, je vais la mettre pleine page hein, quand j'y arrive. Je ne sais pas comment on fait. Celui de l'échelle et ah, c'est là. Je voudrais après, dit Alberto, je voudrais toucher un mot sur la garantie, la fameuse garantie décennale. Oui. Parce que ça, c'est un point important. Oh oui. Je vais vous donner une petite idée là-dessus. Ah oui, tu veux dire qu'on a encore ce sujet-là aussi. Alors, allons-y. Oui, non, mais alors commençons par parler des normes. C'est un peu confus, hein, mais c'est pas grave. Commençons à parler des problématiques de normes. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on voulait commencer à mener. Dans un pays, on en a parlé hier sur dans un pays où le patrimoine, je vais pas revenir dessus, culturellement, on est ancré. Oui, non, mais ça, oublions l'aspect culturel. Mais c'est un sujet dans lequel on a un vrai problème avec vous, parce que vous, les architectes, souvent, hein, je ne parle pas pour toi, je parle en général, ils veulent faire des travaux qui vont durer 100 ans, 1000 ans au besoin, avec une grande pérennité. On parle maintenant, et on le fait de plus en plus en extérieur, de décoration textile, par exemple. Alors le vieux problème qui était à la base, entre le PVC, adhésif ou non, le polyester, enfin, quel est le meilleur, quel est le moins pire, etc. Bon. Alors je me suis dit, personne, ni HP, ni personne, ni aucun des fabricants ne peut garantir que les fabricants, les supports, les encres vont résister, mettons dans le meilleur des cas, 3-4 ans, soyons gentils, ça dépend des endroits climatiquement les plus difficiles, ou c'est plus difficile en Afrique qu'en Scandinavie, c'est certain, mais on ne peut pas garantir une garantie décennale. Alors moi, je me disais, j'ai écrit un petit truc dans Visible dans le dernier numéro. Je me disais, de ce problème qu'on a, nous, fabricants, d'obtenir le meilleur résultat possible, de cet inconvénient, on va faire un avantage. C'est-à-dire qu'il faudrait que dès le départ, avec les architectes et les décorateurs, on puisse concevoir des systèmes d'accroche qui permettent par exemple de changer un décor, un habillage extérieur tous les 6 mois ou tous les ans ou tous les 2 ans. Ce qui fait que ça vivrait, ça apporterait à la structure de base de l'architecture une peau qui pourrait changer en fonction de ce que veulent les clients, les habitants, etc. Bon, donc on sait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas garantir
qu'un habillage PVC sur un immeuble, comme à Pékin par exemple, va durer 10 ans, même 5 ans. Par contre, si on conçoit une structure qui permette d'accrocher facilement et de changer le décor qu'on va faire, déjà ça fait plus de travail pour les imprimeurs, ce qui est une bonne chose. Et en plus, on peut changer ce décor et rendre plus vivant, plus mobile l'œuvre d'un architecte ou d'un décorateur. Mais moi, je crois que, c'est pour ça qu'on va pas encore une fois revenir sur le débat culturel, mais c'est bien à un niveau culturel que ça se passe, parce que c'est culturel. Oui, c'est pas forcément les architectes d'ailleurs qui sont demandeurs de cette durabilité, je veux dire cette pérennité. Je crois que c'est ancré dans une voilà. On va dans un pays anglo-saxon ou on va en Amérique du Nord, etc. Cette problématique existe moins. C'est notre culture hellénistique. On veut que ça dure 3000 ans. Ben ouais, et tout un chacun qui construit sa maison, et je peux en témoigner, veut absolument que sa maison soit là pour des générations entières. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Alberto, si je peux me permettre aussi. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, en termes de changer aussi l'image de la façade, du bâtiment, de la décoration intérieure. Concernant les membranes, on a des réponses de recyclage aussi. C'est-à-dire que vous parliez juste à l'instant de développement durable. C'est un sujet fort aujourd'hui et depuis quelques années, qui le sera encore plus demain. Donc l'idée de se dire, et ça vient aussi de vous, concepteurs, de se dire qu'un bâtiment, ma foi, il a plusieurs vies. On va le concevoir pour une certaine utilisation. Dans 10 ans, on se dit, on va en faire quelque chose de différent. Et vous avez raison, c'est la conception, aujourd'hui, elle n'est pas inscrite pour 100 ans, elle n'est pas inscrite pour 1000 ans, elle est inscrite sur des temps de plus en plus courts. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte maintenant de manière régulière, quand on regarde la presse architecturale. C'est vraiment une démarche différente. Et le côté développement durable est aussi important quand on se dit, je vais modifier mon bâtiment, qu'est-ce que je fais ensuite de ces matériaux ? Quand on construit, on se dit, à la déconstruction du bâtiment, il faut absolument que je recycle l'intégralité des matériaux, si possible. Et les membranes composites, aujourd'hui, Serge Ferrari, elles sont recyclables. Et on en fait d'autres éléments derrière. Donc c'est une démarche qui est vraiment fortement inscrite aujourd'hui. Alors on a une table ronde demain là-dessus, à 15h, importante. Oui. Non, mais c'est bien, ça me permet de faire le lien. Et puis, par ailleurs, du coup, quand on pense collaboration et que tu évoques la problématique de écologie, globalement, durabilité, évolutivité, ce sont des préoccupations. Moi, quand j'ai commencé l'école d'archi, ça fait bien longtemps, on faisait beaucoup de sciences humaines. On était complètement dans cette problématique. Aujourd'hui, on a une différence de demande qui est celle de maîtres d'ouvrage ou collectivités locales, donc publiques ou privées, qui ont des demandes qui ne vont pas toujours dans le sens de l'écologie et qui ne vont pas toujours dans le sens de l'évolutivité, parce que leur problématique, c'est de sortir un bâtiment le plus vite possible, le moins cher possible, le plus rentable possible et vendable le plus vite possible. Donc là aussi, peut-être que votre monde peut apporter des choses, culturellement parlant. Oui, bien sûr. Ils pensent aussi à l'empreinte carbone, qui va être de plus en plus pesante sur toutes nos fabrications. Bon, ben voilà, encore un sujet important. L'échelle, ouais, on va laisser la parole à Aurélia, qui n'a pas beaucoup parlé. Et du coup, on va l'obliger à parler. Elle nous a amené deux fois deux images, voilà, qui évoquent... Oui, c'est-à-dire que moi, je ne viens pas de la communication visuelle, alors que les imprimeurs ont l'habitude plutôt de travailler avec des agences de communication. Voilà, moi je défends aussi le patrimoine historique des arts décoratifs. Donc c'est pas du tout la même approche du dessin, du motif. Et donc l'idée, ces images-là aussi, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de créer pléthore de motifs, de dessins, d'être submergé en fait par l'image, comme la communication visuelle qui est là en fait pour nous vendre quelque chose. Doit nous submerger par l'image pour nous faire passer un message. Là, en fait, c'est de travailler un dessin pour qu'il soit finalement reposant et émotionnellement satisfaisant. Donc, on travaille d'abord sur l'échelle, parce que là, c'est des carreaux au sol, une échelle 20 par 20. Après, on peut dupliquer le même motif en papier peint ou en film adhésif mural. En très très grand à hauteur de la porte, c'est le même motif. Et le même motif aussi appliqué sur une façade avec des codes décoratifs contemporains qui est le street art.
Donc tout ça, en fait, on va dire, on sort des codes de la communication visuelle. On pourrait y rester tout de même, mais je veux dire en intégrant ces codes des arts décoratifs. Et là, pour le coup, on serait dans un décor urbain moins agressif, en étant plus cohérent avec un passé historique où on s'attachait au décor. Voilà. Et donc, l'idée de l'échelle est très importante. Parce que pour moi, un imprimé visuel, enfin quelque chose de visuel, c'est comme en musique. C'est comme de la musique, il y a un rythme. Et il faut s'adapter au rythme que l'œil en fait peut lire. Donc un gros logo, ça va être agressif. Donc ça va être très marquant mais agressif. Alors que si on travaille sur des rapports d'échelle et aussi de couleurs, évidemment, plus c'est contrasté, plus c'est agressif. Bon, enfin, en travaillant avec tous ces différents aspects, on arrive à obtenir quelque chose de doux qui va s'intégrer dans un décor architectural ou aux décorations d'intérieur, qui va être plus ou moins pérenne. Donc on peut en changer tous les 2 ans, tous les 10 ans ou jamais. Mais bon, bref, ça, ce sont d'autres méthodes, enfin d'autres approches du dessin, du motif, que moi, pour ma part, j'aimerais travailler avec des imprimeurs, puisque, à la base, les imprimeurs sont plutôt en corrélation avec des agences de communication. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des agences de communication transversales, comme Outsign, qui n'est pas là aujourd'hui, qui intègrent des directeurs artistiques au sein même de leur agence, donc qui sont pluridisciplinaires avec des architectes, la communication et de la décoration. C'est-à-dire qu'on travaille dans la transversalité pour un projet global. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, c'est qu'on se rend compte donc, du rapport d'échelle et des possibilités qu'on peut avoir là d'un point de vue créatif, mais on se rend compte aussi du rapport à l'histoire, parce que la fresque urbaine était d'ailleurs une fresque publicitaire essentiellement, en tout cas dans notre pays, et qu'aujourd'hui on admire beaucoup en art urbain. On parle d'un art contemporain, mais l'art urbain, le tag, etc., c'est quelque chose qu'on voit qui existe depuis très très longtemps. On se retrouve à une échelle qui est celle de l'architecture dont tu parlais tout à l'heure. Et pourquoi pas être sur des matériaux pérennes? Pourquoi pas? Comment accepter, alors ça renvoie à la problématique encore du patrimoine, comment accepter qu'une image comme celle-là puisse être dans un périmètre des bâtiments de France, par exemple, acceptée ou non, Centre Pompidou, etc., etc. Le centre Pompidou, voilà, on est dans le... Il y en a à côté du centre Pompidou. Voilà, le rapport contemporain et historique, hein, tout ça, c'est des interrogations un peu... voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça ouvre, en fait, ça ouvre sur le questionnement qu'on va peut-être laisser en suspens, qui est celui de l'échelle urbaine. Continuons encore à aller encore un peu plus loin sur des interventions qui peuvent toucher le tout un chacun, l'espace public. Parce que je pense que là, il y a quelque chose à faire, non? Je reviens sur un tout petit problème, mais que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est le problème d'échelle, justement, le problème des abribus. L'abribus est un paradoxe absolu, parce que l'abribus est fait pour être vu à 20 mètres de l'autre côté de la rue, mais il est aussi être fait pour être vu à 30 cm. Donc, ça pose des problèmes au niveau finesse d'impression, qualité, etc. Tu vois, il faut faire quelque chose qui soit visible à une échelle très proche et à une échelle beaucoup plus lointaine. Alors ça ne touche pas la décoration, ça touche plutôt nos métiers de visual communication, d'accord, de publicité, mais c'est un exemple de ce paradoxe. Et puis, par définition, le mobilier urbain fait partie de l'espace public et a des incidences sur la vie quotidienne. Je crois que c'est là aussi où parce qu'on parle quand même de ça, fondamentalement. On est d'accord. On va s'arrêter? Ça vous va? Ça vous va? Oui, si vous êtes d'accord. Il y en a plein qui sont partis déjà. Donc, bon, est-ce qu'il y aurait des questions? Non, hein. Même si je viens vers vous avec un micro... Il n'y a pas de questions en général. Non, en général, il n'y a pas de questions. Merci en tout cas. Merci de votre attention. J'espère qu'on n'a pas été ni trop long, ni trop court. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt au sein du comité, puisque nous en sommes tous partis. À bientôt.